celui qui m'a précédé l'a dit, ces critères, c'est d'abord la paix et la sécurité. Sans cela, aucun investisseur sérieux ne peut venir tenter une aventure en République démocratique du Congo. Ce pays, en ce moment, connaît encore quelques poches de violence, mais nous sommes engagés pleinement pour éradiquer tous ces phénomènes et ramener la paix et la sécurité, à la fois pour nos populations, mais aussi pour toutes les personnes qui viendraient investir de manière totale sur l'ensemble du territoire de notre pays. Et je suis très optimiste car les résultats sur le terrain nous montrent suffisamment qu'il y a des avancées considérables. En Ituri, par exemple, où on a failli encore connaître d'autres exactions, l'armée s'y est déployée et a réussi à éradiquer tout cela. La seule inquiétude reste au niveau de la région de Béni, doublement là-bas, parce que non seulement il y a encore quelques groupes armés qui sévissent, dont principalement les ADF, groupe armé terroriste, on va dire, qui a fait allégeance à l'État islamique et qui demande une collaboration des services d'intelligence de la région, ce qui est fait déjà par mon initiative, et qui va nous amener à davantage exercer des pressions là-dessus. Et l'autre phénomène, vous le connaissez, c'est malheureusement la fièvre à virus Ebola, qui sévit dans la région, qui a fait beaucoup de ravages, mais qui là aussi, on peut dire, est contenu de manière spectaculaire, en tout cas par un de nos experts internationalement connus, le professeur Jean-Jacques Mouyembe, qui travaille sur la question et qui aujourd'hui a fait reculer considérablement cette maladie. On est passé de 23 cas quotidiens que l'on avait encore il y a quelques mois à moins de 10 cas par jour. Et la maladie est circonscrite, elle reste confinée dans la région de Béni, ce qui démontre qu'il y a une maîtrise certaine. Il y a eu quelques cas à Goma, mais très vite, ces cas ont été pris en charge et complètement réglés. Aujourd'hui, on assiste même à des phénomènes de guérison et il y a depuis peu d'ailleurs une molécule qui a été mise, pas encore sur le marché, mais qui est expérimentée sur certains malades, la MB114, qui produit apparemment des effets parce qu'elle a à peu près 70% de chances de guérison lorsqu'elle est appliquée. Donc, de ce côté-là, je peux dire qu'il y a des avancées et nous sommes en passe, dans les mois à venir, à ramener totalement la sérénité qu'il faut dans notre population, dans le pays tout entier. Alors, l'autre phénomène qui, je sais, a souvent fait peur aux investisseurs dans notre pays, ce sont ces antivaleurs. Ces antivaleurs que nous traînons depuis des décennies, antivaleurs telles que la corruption, la mauvaise gouvernance, l'impunité, l'insécurité quelque part judiciaire et financière, qui font que ça rendrait tout investisseur sérieux frileux quant à tenter l'aventure, pourtant une aventure alléchante en République démocratique du Congo. Et là aussi, je voudrais vous rassurer, nous avons commencé notre exercice du pouvoir en montrant déjà la voie sur ce que nous voulons et ce que nous ne tolérerons pas. Il y a déjà eu quelques mandataires d'entreprises publiques et même un ministre, et voire même deux, parce qu'il y en a un dont le procès est en cours, qui ont été sanctionnés pour mauvaise gouvernance. Et cela va continuer dans les jours qui viennent parce que nous allons
ouvrir une agence, nous allons mettre sur pied une agence de lutte contre la corruption, après avoir fait le constat que se limiter simplement à un conseiller spécial qui lutte contre la corruption ne suffirait pas. Il faudrait que nous ayons une agence avec des pouvoirs beaucoup plus larges, des droits de regard dans ce qui se passe dans le secteur bancaire, dans ce qui se passe dans les régies financières, afin d'endiguer toutes les fraudes qui ont fait qu'il y a à peu près aujourd'hui plus de 80% des recettes qui échappent au Trésor. Et cela va évidemment nous permettre de renforcer nos capacités. Ensuite, nous avons aussi décidé de combler ce déficit en infrastructure. Déjà d'emblée, en commençant mon mandat, avec le peu de moyens que j'avais trouvé à notre disposition, je me suis lancé dans une politique dite des 100 jours. 100 jours, programme de 100 jours, programme d'urgence. Et ce programme consistait à construire, à aller surtout sur la construction d'infrastructures dans des endroits où les échanges économiques pouvaient être possibles, mais rendus impossibles par l'absence d'infrastructures. Et c'était des routes, c'était des ponts, c'était des barges qui pouvaient permettre des traversées de rivières et d'autres. Donc cela nous a conduit à réaliser certaines choses qui ont eu un impact assez sérieux, assez considérable sur l'économie. Mais nous entendons continuer. Nous entendons continuer parce que ce n'est qu'en multipliant ce genre d'initiatives, comme vous le savez, que nous favoriserons évidemment l'échange national, la libre circulation des biens et des personnes, la facilité. Et pour cela, nous avons aussi mis un accent assez important sur l'éducation et la santé. Cela découle du fait que nous pensons que l'homme congolais est le centre et même le vecteur de tout développement dans notre pays. Or, jusqu'à ce stade, l'homme congolais avait souffert de beaucoup de frustrations. Et si nous ne faisons rien pour arriver à l'épanouissement du Congolais, tous les efforts que nous fournirons, tous les investisseurs que nous pourrons recevoir chez nous n'évolueront pas parce qu'ils feront toujours l'objet de convoitises, voire de sabotage de leurs actions par les Congolais qui ne seraient pas dans ce cas épanouis. Le président de la FEB a parlé de main-d'œuvre qualifiée. Nous allons mettre l'accent sur la formation professionnelle. C'est très important parce que nous sommes vraiment en déficit depuis quelques années de ce genre de personnel et aujourd'hui nous pouvons nous réjouir du fait que nous avons, à travers l'Institut national de préparation professionnelle, l'INPP, obtenu plusieurs accords, plusieurs contrats de partenariat, principalement avec le Japon, qui nous aide beaucoup dans le renforcement de capacités dans ces formations. Mais nous avons également décrété la gratuité scolaire, la gratuité dans l'enseignement fondamental, parce que nous pensons que cela va avoir, et on voit déjà les effets d'ailleurs, l'effet d'amener toute cette jeunesse qui, pour la plupart, était désœuvrée, était totalement inactive, et donc exposée au risque de délinquance. Donc ça va la ramener dans le circuit scolaire et nous permettre donc de former une population qui aujourd'hui est à majorité jeune, mais qui va porter donc les espoirs du lendemain. Et l'autre grand défi que nous avons, c'est celui de l'énergie. Là, il y a d'abord le grand phénomène congolais que tout le monde attend depuis des décennies. Je parle ici du site d'Inga.
Le Kelsit Dinga est pour le moment à sa phase 2 et qui à peu près qui a comme potentiel à peu près 2000, un peu plus de 2000 mégawatts. Mais avec les discussions que nous avons maintenant, il y a un consortium sino-espagnol, je pense, oui, qui est en pourparlers avec nous pour passer à la phase 3 d'Inga. Et celle-ci pourrait porter notre capacité énergétique à peu près 11 000 mégawatts. Mais cela ne suffira pas pour booster tout le secteur énergétique. Et donc nous allons devoir nous rabattre pour cela, à la fois sur les énergies renouvelables telles que le solaire, ou encore sur les énergies hydroélectriques autres que Inga, que nous avons au travers de tous les plus de 700 à 800 sites qui pourraient permettre la construction de micro-barrages. Cette énergie nous permettra éventuellement de diversifier notre économie. Parce que mon souci, c'est celui de sortir du tout dans les mines. Tout jusqu'ici n'a tourné qu'autour des mines et ça ne nous a quasiment rien apporté à nous, Congolais. Nous en avons au contraire beaucoup souffert. Aujourd'hui, notre population est victime de beaucoup de ces activités minières. Les jeunes, j'en parlais tout à l'heure, sont dans les mines. Beaucoup passent leur temps dans les mines et ne vont même pas à l'école. Donc nous sommes en train d'imaginer une politique qui est en train de prendre pied d'ailleurs, de prendre forme et qui va sûrement, surtout aller se baser sur l'agriculture. L'agriculture pour d'abord créer des coopératives, réussir à produire de quoi déjà nourrir la population, mais au-delà, grâce à l'énergie que nous attendons impulser, nous allons également créer des industries de transformation. Nous pourrons donc, grâce aux routes de desserte agricole qui sont construites, évacuer ces produits ainsi fabriqués et voire même peut-être les exporter. Donc je pense que ce programme est très ambitieux et si vraiment il y en a qui sont intéressés parmi vous, je suis tout à fait disposé à vous écouter et à mettre toutes les conditions possibles à votre disposition pour favoriser ainsi ces échanges. Nous avons également le secteur du numérique. Le numérique, je viens de présider la tenue d'un forum sur ce sujet. Dans quelques jours, quelques semaines, nous allons créer l'Agence nationale du numérique parce que nous voudrions numériser notre économie, la rendre beaucoup plus efficace et pouvoir ainsi lever suffisamment les recettes nécessaires, les ressources nécessaires que l'on va pouvoir mieux répartir à travers la population. Donc voilà ce qui est, je vais dire, le programme que nous comptons mettre en mouvement dans notre pays. Je voudrais ici insister sur le fait, avant de terminer, de dire que le Congo d'aujourd'hui est un Congo nouveau. C'est un Congo qui se veut performant, surtout émergent. Et ce Congo attend de la Belgique un accompagnement. Maintenant, ce serait bien. Ne craignez rien, parce que l'image que vous aviez du Congo peut expliquer évidemment cette frilosité que l'on peut constater chez les uns et les autres, mais dites-vous bien, en restant de côté, en nous regardant faire, vous ratez aussi des opportunités. Le Congo offre beaucoup d'opportunités aujourd'hui,
il veut s'inscrire dans la logique, la nouvelle logique africaine, celle de l'intégration régionale, celle de lien entre nos pays, et je crois que je l'ai suffisamment prouvé parce que j'ai parcouru quasiment toute notre région d'Afrique centrale et même au-delà pour dire à mes homologues que nous devons regarder les choses autrement en Afrique, arrêter avec nos guerres inutiles, des guerres tribales, ethniques, qui ne font qu'ensanglanter nos peuples, et de passer plutôt à construire, notre temps à construire des ponts entre nous, des ponts qui vont booster la croissance économique et nous permettre de devenir plus forts. Je suis heureux d'avoir participé il y a quelques mois à la signature et à la publication de cette zone de libre-échange continentale africaine. C'est encore là la preuve qu'aujourd'hui en Afrique, il y a une nouvelle dynamique, une dynamique de gens qui veulent vraiment booster l'Afrique vers l'avant, et ce sont vous, nos partenaires européens, nos partenaires traditionnels en ce qui concerne le Congo, c'est vous de la Belgique, qui pouvez être un bon accompagnateur dans cette aventure qui sera sans aucun doute porteuse de fruits, parce qu'aujourd'hui la détermination y est, l'expertise aussi, mais nous en avons encore besoin d'autres, nous avons besoin d'autres expertises. Voilà, mesdames, messieurs, je vous remercie, et donc je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Monsieur le Président, et Monsieur le Président a gentiment accepté de répondre à quelques questions de l'audience. Donc je vais me permettre de prendre peut-être 2-3 questions maximum. Je vais inviter le Président à y répondre. Qui souhaite poser la première question? Je me permettrai de demander de vous présenter, de poser une brève question sans faire de longues déclarations. Merci. Alors la première question. Voilà, moi ma question, et je suis très touchée, je vous remercie beaucoup d'avoir créé le ministère pour la personne à mobilité réduite, donc je suis en chaise roulante. Donc ma question est, dans tout ce que vous avez présenté, quelle est la place pour la personne à mobilité réduite? Merci, je vais peut-être prendre une deuxième question, peut-être du monde économique belge. Oui, c'est ça. Je vois monsieur là-bas, oui. Merci. Monsieur Moussa Kalambel Bichin, directeur de projet de la société ZTC. Monsieur le Président, ici vous m'en avez peut-être pas fait mention, mais lors de vos précédents discours que nous avons suivis, vous avez mis l'accent sur l'identification et le recensement de la population. Nous évoluons dans ce domaine-là. Nous voulons avoir une idée précise sur ce que vous entendez faire dans les jours à venir en ce qui concerne l'identification, le recensement de la population ainsi que la production des documents d'identité sécurité. Merci. Merci. Une troisième question. Monsieur. Monsieur le Président, je vous remercie. Mon nom c'est Philippe Olukalonji. Je suis le patron de la société Sotramex située à Ouao. Nous travaillons essentiellement vers l'Afrique pour l'exportation des équipements industriels pour la maintenance plus. Et nous sommes également investis dans le secteur du crude oil, donc de pétrole brut. Nous acheterons pour le raffinerie. Ma question, c'est justement par rapport à l'intervention du pouvoir au bénéfice de nos clients africains.
Vous allez avoir des entretiens que vous avez déjà eu avec les équipes. Envisagez-vous de lancer le déploiement des interventions du victoire dans les colonies congolaises? Je profite par rapport à ce projet. Dans le développement de province, il existe maintenant un sérieux problème d'approvisionnement de l'énergie. Alors, vous savez que la plupart des produits importés, 80%, est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît? Parce que merci. Oui, voilà. Est-ce que vous dites que quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour l'approvisionnement de l'énergie? Ça va profiter aux investisseurs par rapport aux produits à fabriquer. Deuxièmement, il existe maintenant des anomalies sérieuses. Une dernière question, s'il vous plaît. Dans la structure de prix, et ce qui est un frein à l'évolution de l'économie. Donc, vous avez deux merci. Et toute dernière question, M. Degueren. Et ils vont oublier la question. Monsieur le Président, je suis persuadé que nombreux sont les Belges et les entrepreneurs belges qui veulent aider au développement du Congo. Il y a naturellement toujours une chose à faire, c'est un visa. Est-ce qu'il y aura une possibilité d'avoir un visa plus aisé, plus facile à avoir pour les entrepreneurs qui veulent? Ça, c'est une question. Là, on ressort la touche de C'est ça qu'il faut demander. À propos des visas, je pense que, et je m'en excuse d'ailleurs, que si les hommes d'affaires belges ont eu maille à partir avec nos ambassades à ce niveau-là, ça doit sûrement être à cause du gel qu'il y avait dans nos relations. Et je crois avoir déjà envoyé un signal clair en ouvrant la maison Schengen, qui a changé de nom aujourd'hui, et en ouvrant également les consulats. Ça va continuer. Je surveille ça de très près. Et je crois que nous sommes même dans une réflexion, je peux en parler, pour aller sur des modèles comme on le voit au Kenya ou en Éthiopie, avec la possibilité, surtout pour les investisseurs, de pouvoir obtenir le visa à l'entrée même en République démocratique. Madame, pour en venir à votre question, je vais demander votre indulgence. C'est vrai que pendant des décennies, nous n'avons pas beaucoup mis de moyens pour les personnes à mobilité réduite, mais bien d'autres aussi, que l'on dit vulnérables. Hein. Je pense ici aux albinos, par exemple, et bien d'autres, des sourds, des muets. Mais j'ai voulu personnellement choisir cette personne, cette dame. C'est parce que d'abord je l'ai connue il n'y a pas très longtemps, le jour où j'ai reçu les femmes lors de la journée internationale des droits de la femme. Elle m'avait fait une excellente impression et je me suis dit qu'on ne peut pas, parce qu'elle avait fait aussi son intervention, je me suis dit on ne peut pas imaginer un gouvernement sans une dame d'aussi grande valeur. Elle avait des idées sur la prise en charge, sur la politique prenant en charge les personnes à mobilité réduite. Et je pense que nous allons travailler ensemble, avec elle surtout, pour qu'elle nous aide à sortir de ça. Vous savez, chez nous, c'est à la fois culturel et aussi technique. Le problème technique, c'est-à-dire beaucoup de nos immeubles ne sont pas adaptés à accueillir ces personnes-là, et culturel parce que une personne qui naît avec handicap ou qui devient handicapée plus tard dans la vie est d'office considérée comme étant devenue inutile à la société. Donc, nous devons faire un travail de sensibilisation par rapport à cela, en même temps que d'adaptation par rapport aux techniques
normalement avec leur handicap. Je crois que la troisième question, là, c'était par rapport au recensement. Oui, je m'excuse, je crois que j'ai pris des problèmes comme ça dans l'ensemble sans rentrer dans les détails parce que je préfère que les questions directement. Et donc ça me permet de pouvoir répondre directement à la question. Donc, comme j'ai parlé du numérique, j'aurais dû évidemment insérer ce problème. Nous sommes en train de travailler sur la mise sur pied de cette initiative, mais qui va englober tout le reste, de e-gov et tout ce qui vient avec. Une initiative qui consiste à commencer par le recensement et ensuite l'identification de la population. C'est pour nous nécessaire à plusieurs égards. D'abord, par rapport à nos propres statistiques. Nous en avons besoin, urgemment, pour planifier une politique sérieuse de lutte contre la pauvreté et surtout d'instauration de l'état de droit, ce qui est un vœu qui m'est très cher. Nous devons absolument avoir le nombre de Congolais qu'il y a dans ce pays-là, et bien d'autres aussi, même des étrangers, la population en général, et même des Congolais de la diaspora, auxquels je fais souvent appel parce qu'il faut qu'ils reviennent nous donner ce coup de pouce. Donc nous avons vraiment besoin de le faire et nous sommes en train de... Je pense que d'ici la fin, avant la fin de l'année en tout cas, nous allons avoir les premiers actes consistant à lancer le recensement et l'identification de la population. L'autre côté, c'est par rapport aux élections. Vous avez vu qu'il ne se passe pas une élection depuis 2006 sans contestation. Donc à chaque fois, tout est remis en cause, des doutes, et c'est facile à n'importe qui de dire ah, c'est moi qui ai gagné ou c'est pas moi, etc. Donc c'est donc plus que nécessaire d'avoir ces statistiques, et donc nous n'aurons plus le problème du genre des cartes d'électeurs que l'on a attribuées aux uns et pas aux autres. Toute la population sera connue, surtout celle en âge de voter, et donc il n'y aura plus de contestation de ce côté-là. Je connais votre expertise en cette matière, et elle serait éventuellement la bienvenue, parce que j'ai entrepris de mettre sur pied moi-même une équipe de jeunes gens qui sont tout aussi experts que vous, et que j'ai réussi à prendre comme ça de plusieurs horizons, de les mettre ensemble et de les inviter à créer leur propre entreprise qui va travailler sur le sujet avec évidemment le partenaire que nous trouverons. Je ne sais pas, il y a plusieurs noms qui circulent en ce moment. Lors de mon dernier passage au Japon, je les avais amenés, ils ont vu les Japonais, ils sont allés en Corée, ils sont en France, ils ont été même au Pakistan pour recueillir tous ces avis et considérations. Et donc, nous allons avoir ce partenariat qui va nous permettre d'ici, avant la fin de l'année, de nous lancer là-dedans. Donc, c'est vraiment un de nos objectifs. Monsieur Kalonji, oui, donc le premier volet de la question, c'était l'intervention du pouvoir. Nous en avons parlé avec le Premier ministre hier. Je crois que ça, c'est une décision qui dépend de la Belgique. Ce que j'ai vu, par exemple, au Japon, c'est que la JICA, aujourd'hui, est vraiment en pointe sur le retour en Afrique, enfin, plus de présence en Afrique et surtout au Congo. Et la JICA, elle, a entrepris de garantir aux entreprises japonaises d'aller investir, les investissements qui vont se passer. Donc, cela ne dépend pas de nous. J'ai cru comprendre, en tout cas, en parlant avec mon interlocuteur, qu'il y avait un intérêt certain à réveiller le Dupoir, à le relancer, à le remettre sur le Congo. Et je pense et j'ai bon espoir que cela va aboutir. Il n'y a pas de raison. Alors, par rapport à la distribution du carburant, ça c'est un besoin important, un problème important plutôt que vous posez.
et qui fait que, évidemment, nous avons cette disparité de prix selon qu'on se trouve à Kinshasa ou à l'intérieur du pays. Nous avons plusieurs possibilités. Il y a la possibilité déjà que nous avons envisagé des infrastructures, de les améliorer davantage, parce que c'est à cause de cela aussi que lorsqu'on les répercute sur les prix, le coût du carburant, c'est ce qui fait que ça revient beaucoup plus cher, mais également il y a la construction de pipelines. Nous sommes en pourparlers avec de partenaires importants avec lesquels nous voulons nous lancer dans cette aventure de pipeline qui va faire beaucoup de bien à notre économie. Idem pour la structure des prix, qui pose également un sérieux problème, mais là, je préfère laisser à la nouvelle équipe gouvernementale qui est mise en place le soin de terminer la mission que je leur ai donnée à propos de la structure des prix. Parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans, donc on ne va pas s'en sortir si chacun y va avec ses recommandations. Ici, je préfère attendre que le travail que j'ai donné à la nouvelle ministre de l'économie nationale, de me faire le rapport, ainsi je pourrai en savoir plus. De toutes les manières, vous aurez très bientôt de nos nouvelles parce que cela fait partie d'une de nos priorités. Nous savons très bien que ça aura une incidence positive sur le prix des denrées de première nécessité. Voilà ce que je peux dire à ce stade, en espérant avoir répondu à vos préoccupations et en vous remerciant pour votre attention et surtout pour l'intérêt que vous manifestez envers notre pays, la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Voilà, j'invite à présent notre CEO, M. Peter Timmermans, à clôturer la séance.